Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. C'était vraiment édifiant, même si j'avais déjà vu la présentation que vous aviez fait à Nashville et qui ne comprenait pas la partie data, la partie data science. Je suis vraiment très impressionné parce qu'on voit, alors sur les exemples que je n'avais pas vus avant, hein, l'exemple de la Russie, c'est assez édifiant quand même. 118 pièces, la capacité à remplacer, un pacte sur 118 000 véhicules et la capacité à continuer les ventes de véhicules. On voit à peu près ce que ça veut dire en business pour Renault. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi sur l'impact de la volatilité de la matière première sur le prix d'un véhicule et comment on réduit. Alors vous avez vu hein, les pièces, alors même si le montant, hein, c'était à un moment donné, j'ai vu 4 euros, 2,50 €, 0,50, vous multipliez par le millier de véhicules ou le million de véhicules et on comprend vite que ça descend directement dans le PNL. En fait, un grand merci parce que vous avez illustré de manière très concrète comment finalement la data qui est projetée sur un jumeau numérique, quelle est la valeur de ça en contexte. Et les contextes sont différents. On l'a vu dans le cas de la War Room, dans le cas de la Russie, on l'a vu dans le cas de la volatilité des matières premières. Donc un grand merci, franchement Olivier, moi j'ai trouvé ça top. Il n'y a pas d'autres mots. Et merci Morgane d'avoir mis les bases de la data. Les concepts sont des fois un petit peu complexes à comprendre. Mais quand on le voit et quand on l'entend exprimer tel que vous l'avez fait, je pense que c'est beaucoup plus clair et on comprend mieux pourquoi la data, encore une fois projetée sur un jumeau virtuel, appelez-le jumeau virtuel, jumeau numérique, comme vous voulez, quelle est la valeur qu'on peut en tirer, d'accord ? Et le champ des possibles est juste énorme. Et c'est pas vrai uniquement, vous le comprenez très bien, c'est pas vrai uniquement dans le domaine de l'automobile. C'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai évidemment dans l'aéronautique, et on a vu un exemple qui est illustré, qui vient de chez Airbus. C'est vrai, ça pourrait être vrai pour une centrale nucléaire, clairement, mais ça pourrait être vrai pour un bateau, n'importe quel type de produit, à partir du moment où on veut projeter un certain nombre d'informations sur le virtuel expérience. Et vous avez bien entendu, les bases de données qui sont utilisées sont des bases qui sont soit dans la 3D expérience, je l'ai dit doucement, soit qui sont extérieures à la 3D expérience. Donc il faut tordre le cou aussi à toutes ces idées qu'on peut utiliser que des données qui sont dans la 3D expérience. Et là, vous voyez bien que toutes les données qui sont utilisées avec des véhicules qui ont été faits bien avant que Renault utilise nos produits, et ça me semble être très important pour tous les clients qui sont ici. Ça me semble être très important. Et vous avez aussi entendu que des fois, on récupérait des informations, des modèles 3D, avec encore une fois la projection. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Un grand merci Olivier, un grand merci Morgane, mais nous on se connaît un petit peu, donc c'est pas la première fois que je vois tes présentations et je suis toujours très bluffé, mais très, très, très positivement. Quand je dis bluffé, n'y voit absolument pas de... y a pas de... Le bluff c'est pas le bon mot en fait, mais bon. En fait c'est El Docteur Zimmerman on devrait t'appeler. Non ? Le professeur Zimmerman. Je prends. Bon, tu veux rajouter quelque chose? Toi, c'est bien, tu n'as pas de micro, mais vas-y. Ouais, si, je peux. Dans les démos d'Olivier, on vous a dit le sujet du jumeau numérique, c'est de transcender les organisations. Si vous regardez les démonstrations qu'Olivier a montrées, vous avez vu qu'il y a des données qui viennent des achats, des données qui viennent de l'ingénierie, des données qui viennent de la simulation. Et vu des utilisateurs, la question de savoir d'où viennent les données est une question abscon. De toute façon, le seul endroit où les données sont visibles, c'est au travers du jumeau numérique. Elles sont là et elles sont en contexte. Donc la question de la source est devenue une question inutile. La deuxième chose que vous avez vue dans les démos, c'est qu'en réalité, Olivier vous a montré des tâches collaboratives, des issues, des risques. En fait, on a connecté des gens là, qui se doivent dans des organisations où d'habitude ils communiquent au mieux par mail, au pire à la machine à café. Or là, on a créé des mécaniques de collaboration qui fait que toutes les conversations sont traçables. Il n'y a pas besoin d'écrire tout le contexte parce qu'en fait, le contexte, il est built-in dans la tâche. Il suffit de cliquer sur les objets qui sont dans la tâche et le contexte est built-in. Donc, on a non seulement renforcé l'efficacité, mais on a créé ces liens entre les organisations. Et ça, c'est vraiment un facteur clé de succès de la façon dont on transforme les organisations. J'adore pour ma part l'appellation War Room. La première fois que vous m'avez dit War Room, dans
dans mon inconscient à moi, War Room, c'est Napoléon. À 1812, parce qu'après, ça craint quand même. Mais c'est Napoléon. Et dans mon inconscient à moi, quand j'ai Napoléon, j'imagine la War Room avec la maquette, les petits soldats positionnés où il faut sur la maquette, plutôt en haut des collines, et puis tous les généraux autour de la table. Et fondamentalement, les paradigmes des War Rooms, c'est la même chose. Il y a bien la maquette, parce que c'est ça qui donne le contexte. Il y a bien les généraux, mais il y en a une partie qui travaille à la maison, mais qui sont virtuellement connectés, et il y a bien toutes les données pour comprendre. Donc je trouve que l'appellation War Room est vachement efficace. En fait, ce sont des équipes transmétiers qui sont créées à l'occasion de ces War Rooms. C'est-à-dire qu'on crée une War Room sur un véhicule dans une usine, et l'ambition de la War Room, c'est de générer finalement des économies et de l'efficacité sur ce véhicule donné. Exemple, on a démarré il y a 3 semaines une War Room en Corée, avec la 3D Experience, etc., sur un véhicule que vous pouvez acheter dans le commerce. En 15 jours, là, ils ont déjà généré 39 € d'économie à la voiture. Alors, c'est 15 jours, donc on espère beaucoup plus. Mais ça vous donne tout de suite l'économie que ça peut générer, quoi. Et tout simplement comment ? En comparant des données qui étaient dans les systèmes de costing, qui servaient historiquement quand on a conçu la voiture, et les données qu'on a récupérées des systèmes achats, qui eux sont les vraies données d'aujourd'hui auxquelles on paye les pièces. Et donc on compare finalement et on se pose la question, mais finalement pourquoi on paye plus cher cette pièce ? Donc ça peut être l'objet de négo, de je sais pas quoi. Et après, si on voit qu'il y a un écart trop important, ou on compare avec d'autres voitures, on dit mais pourquoi en Corée ça coûte tant alors qu'au Brésil ou en France ou je sais pas quoi, on la paye moins cher ? Et à partir de là, on décide, tiens, ces pièces-là, on génère des tâches collaboratives et les gens vont travailler dessus pour expliquer l'écart et le réduire si possible, soit en renégociant avec le fournisseur, ça peut parfois suffire, soit en la remplaçant par une pièce de substitution qui fait le même boulot sur une autre voiture. Donc voilà, et ça, c'est pas sur des trucs futurs, c'est maintenant tout de suite sur des voitures déjà produites en cours, quoi. Donc ça génère de la valeur tout de suite, quoi. Donc c'est ce qu'on a appelé les quick wins autour de cette solution. Et ça, c'était très important pour nous, parce que ça concourait aussi à notre volet renovation de la Renaulution. C'est pas que de la transformation, c'est aussi retrouver finalement de l'efficacité et de la valeur grâce à ça, quoi. Et je pense qu'en plus, il y a un volet additionnel qui n'a pas été développé là, mais que je vois à travers la présentation qui a été faite. C'est-tu le volet aussi embauche. Ce type de présentation montrée à des nouveaux embauchés ou en amont, ça crée une image qui est vraiment top, quoi. Et je pense que là, il y a beaucoup de jeunes. Non, mais c'est vrai, sincèrement, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de vivre une expérience comme ça, et ça donne une image, je trouve, qui est vraiment au top, quoi. Et puis ça ouvre aussi un peu les chakras de tout le monde. C'est-à-dire qu'un gars au bureau d'études, il est concentré sur il faut que ma pièce tienne, elle fasse la prestation, le machin. Mais quand il voit sur le même écran le prix de la pièce, les problèmes d'incidentologie qu'on a pu avoir avec cette pièce sur les véhicules précédents, tout de suite, ça peut lui éveiller des doutes et se dire attends, plutôt que de reprendre celle-là, je vais peut-être prendre celle d'à côté qui coûte moins cher et qui, quelque part, a moins de problèmes qualité pour les clients. Donc ça, c'est des choses qui autrefois étaient possibles si on avait les accès à chacun des systèmes concernés. Donc la probabilité qu'un gars de l'ingénierie ait accès aux données d'achat ou aux données de la qualité, c'est quasiment impossible. Et en plus, on a même résolu avec la solution des problématiques de confidentialité. Alors évidemment, vous vous dites, mais c'est pas possible, tous les gars peuvent pas avoir accès à tous les prix. Effectivement, on a mis en place des mécanismes pour que si vous êtes habilité dans le système d'achat à voir le prix, dans la plateforme, vous voyez le prix. Si vous n'êtes pas habilité, le système vous présente le prix, mais sous forme d'écart. Donc vous savez que votre pièce, elle coûte X% plus cher que celle en relatif. Donc on ne donne pas la valeur, mais on dit, attention, elle coûte X fois plus cher que celle d'à côté. Donc ça, c'est important aussi. On sait même régler des problématiques. Parce que quand on a dit aux gars des achats, messieurs, on va ouvrir vos systèmes et les donner en pâture, entre guillemets, à tous les gens de l'ingénierie, de la logistique, de manufacturing, etc., oh là, non, c'est pas possible, vous comprenez, on a signé des contrats, les machins, on peut pas afficher. Si, on a trouvé un moyen et la plateforme permet de le faire. Génial, merci vraiment beaucoup. J'ai 2 commentaires de conclusion, moi, pour finir. Le premier, c'est
Le jumeau numérique d'expérience, c'est à la fois le modèle, la donnée et les hommes et les process. Et quiconque vous dit qu'un jumeau numérique d'expérience, ça inclut pas ces 3 trucs-là, c'est qu'il n'a pas perçu ce qu'on essayait de faire avec un jumeau numérique. C'est forcément des modèles de projection de représentation, c'est forcément de la donnée holistique qu'on vient contextualiser et représenter, et c'est forcément l'instrumentation des méthodes de travail des hommes pour pouvoir connecter et transcender les organisations. Et c'est ça qui crée la mécanique de transformation. Et avant de passer au Q&A, je voulais dire que, en tout cas pour les gens de l'association qui sont dans la salle, on a de la chance ou le privilège de pouvoir servir des ambitions comme celles que vous venez de présenter. Merci à vous. On est vraiment très fiers.